En manchette, des entrepreneurs de la région sollicités pour l'agrandissement de la base militaire de Bagotville et des parents d'athlètes s'envolent vers la Corée du Sud. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce web journal du mardi 6 février 2018. La base militaire de Bagotville procédera à des travaux d'une valeur de 300 millions de dollars au cours des prochaines années. Des appels d'offres seront éventuellement lancés pour attirer des entreprises régionales. Le gestionnaire de site à la base militaire pour construction de Défense Canada, Richard Thibault, explique comment les entrepreneurs peuvent se préparer pour répondre aux conditions. Ma collègue Marie-Ève Trottier s'est entretenue avec lui ce matin. Bonjour, M. Thibault. Bonjour. En fait, quels projets seront réalisés avec la subvention de 300 millions de dollars à la base de Bagotville? En fait, ce que j'ai à dire, ce n'est pas tellement quels sont les projets, puisqu'on est vraiment à la planification d'un programme. C'est plus une histoire d'un ensemble de projets qui est annoncé. Et ça, c'est inspiré de la politique de la défense du Canada qui a été publiée récemment en décembre, dans lequel ils annoncent des budgets additionnels importants de rénovation. Donc, précisément quel projet? Ceux qui pourront l'annonceront à temps opportun. Ce n'est pas là-dessus que moi, mon travail est, c'est parler d'un programme important et pour lequel je veux intéresser le maximum d'entreprises régionales à s'y préparer. Est-ce que vous pouvez nous parler de la société d'État? Bien sûr. Construction Défense Canada est une société d'État qui existe depuis 67 ans. Donc, on est un partenaire privilégié au ministère de la Défense nationale pour la planification, la réalisation de projets et aussi le suivi d'entretien préventif, entretien à long terme des bâtiments. Donc, on a comme une histoire d'amour de 67 ans avec le ministère de la Défense nationale et on travaille fort pour mériter ce titre et pour le garder, évidemment. Est-ce que vous avez des projets pour prévenir la pénurie de logements à la base de Bagotville? Le ministère comprend très bien que c'est un enjeu et récemment, d'ailleurs, on vient de terminer ce printemps, 38 nouveaux logements à Bagotville. Et selon les budgets que les ministères viendront, bien là, ils auront à décider s'ils investissent davantage, plus de logements ou pas. Mais il y a quand même une espèce de ratio, je vous dirais, bien réfléchi au sens de la défense, à savoir quel est le ratio de logements propres aux militaires réservés, quel est le ratio qui peut aller en public. C'est réfléchi régulièrement, mais c'est plus haut que moi, ça. Moi, on me dit à un moment donné, on a besoin de plus de logements. À ce moment-là, je me lance dans des designs et des études et jusqu'à la réalisation. Mais comme je vous dis, on vient d'en faire 38 qu'on a livrés cette année pour quand même près de 15 millions de dollars quand même. Puis, est-ce qu'il y a une entreprise qui peuvent préparer leur soumission? Comment ils doivent s'y préparer, en fait? En fait, la première chose à comprendre, c'est avoir le regard sur qu'est-ce qui se passe à la base de Bagotville. Donc, toute ma démarche sert à intéresser les entreprises. Et c'est pourquoi je vais faire bientôt avec la Chambre de commerce une conférence qui va être le 14 février d'ailleurs, dans laquelle il va y avoir 3 volets. C'est-à-dire que je vais donner rapidement qui sommes-nous, quel est notre rôle, puisqu'on n'est pas vraiment bien connu, Construction Défense Canada. Ensuite, je vais parler quel est le genre de volume d'affaires qui peut se présenter dans les années à venir. On parle d'un programme sur peut-être 5, 6, 7 ans et plus. Et quel genre de volume, quel genre de travaux qui sont à prévoir. Et le troisième volet, ça va être comment. Le comment, là, on va expliquer aux gens qu'il y a des codes de sécurité qui sont à obtenir bien avant les soumissions. Et il y a aussi la façon de déposer leur soumission. Donc, on va tout parler de ça lors de la conférence, le déjeuner-conférence. Mais en fait, M. Thibault, c'est quoi cette cote industrielle? Voilà. En fait, il s'agit de passer à travers un processus de vérification de nos antécédents, de nos amis. Donc, allons-y grossièrement. Une entreprise doit faire un processus, c'est-à-dire décrire qui sont les actionnaires, qui sont les dirigeants. C'est comme un processus fédéral dans lequel l'entreprise va présenter, voici ce que moi je suis. Et avec tous ces liens-là que je vous décris, je pense mériter, être capable d'obtenir une cote de sécurité. On parle d'une cote de sécurité qui a trait à la sécurité nationale du Canada. On ne parle pas ici de sécurité, harnais de sécurité, ces choses-là. Mais au-delà de ça, un coup que l'entreprise est certifiée, maintenant, elle doit faire certifier ses employés. On comprend que travailler sur une base de Bagotville, sur une base militaire, c'est pas comme travailler dans un autre chantier en ville. Ouais. On parle ici de maintenir et de protéger la sécurité du Canada, donc on doit savoir qui vient travailler chez nous et s'ils sont aptes à travailler dans un environnement sécurisé, encore une fois, pour protéger la sécurité du Canada. Mais en quoi est-ce avantageux de l'exiger, en fait? Bien, en fait, c'est que 80 des contrats qu'on va donner dans les prochaines années, on va exiger que ces gens-là aient cette code de sécurité parce que les travaux réalisés vont se faire dans des zones sécurisées.
Donc, quand on rentre dans une zone qui se rapproche de l'opération d'une base militaire, il y a différents degrés, à ce moment-là, on doit s'assurer qui vient y travailler. Donc, c'est pour ça qu'il y a différents degrés. J'irai dans les détails à la conférence, mais il y a différents degrés de sécurité en fonction de quelle proximité vous avez avec les opérations. Est-ce que vous pouvez nous décrire les différentes catégories pour les cotes? Rapidement, je vais donner à peu près 20 des travaux sans cote. Ensuite, 80 va être fait avec des cotes de ou fiabilité ou secret, quelques rares projets à top secret. Parfait. Et chacun de ces niveaux-là a un processus distinct pour avoir. Donc, le premier de tous, c'est fiabilité. Ensuite, l'entreprise peut, si elle le veut, continuer le processus pour avoir le deuxième niveau et ainsi de suite. Vous nous avez parlé que vous allez être à une conférence le 14 février prochain. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cet événement? Bien sûr, bien sûr. En fait, on va commencer par dire que la Chambre de commerce du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et la FIAR, évidemment, a le même objectif que nous, c'est-à-dire de bien informer les entrepreneurs pour maximiser les retombées régionales. En ce sens, on est très complémentaires. Et ce matin-là, le déjeuner-conférence, je vais présenter, comme je vous le disais tout à l'heure, l'entreprise, le programme et comment le faire en environ une présentation de peut-être 45 minutes, suivie de questions générales. Suite à ça, les entrepreneurs ou leurs représentants peuvent demander des rencontres, ce qu'on appelle B2B, business to business. Donc, ils peuvent aussi se réserver un temps. On va faire des périodes de 7 minutes dans lesquelles j'aurai un collaborateur. Donc, ceux qui vont vouloir en savoir plus sur le quoi et qu'est-ce qui s'en vient vont avoir rendez-vous avec moi. Et ceux qui voudront savoir plus comment faire pour avoir les cotes et comment soumissionner, à ce moment-là, ils vont rencontrer Jonathan Tremblay, un de mes collaborateurs. Merci, Richard Thibault. À quelques jours des Jeux olympiques d'hiver de Pyeongchang, c'est au tour des familles et des athlètes de la région de s'envoler pour la Corée du Sud. Un moment significatif pour les parents qui ont suivi leurs enfants des premiers entraînements jusqu'aux compétitions internationales. Flavie Villeneuve, vous êtes entretenue avec les familles. Comment vont les préparatifs? Alors les préparatifs, les familles sont littéralement au milieu des valises ou en route pour l'aéroport. Les parents de Marianne Saint-Gelais, la patineuse de vitesse, partent demain pour la Corée du Sud. Ils se disent excités mais surtout pressés de partir car ils n'en peuvent plus de rajouter des choses dans leurs valises. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Pour les préparatifs, les familles doivent vraiment se débrouiller toutes seules. Elles ont quand même quelques aides de la part de la Maison olympique canadienne, mais il y a très peu d'aides. C'est uniquement pour le départ et lorsqu'ils seront dans le pays hôte. Et pour la famille de Samuel Girard, le jeune patineur de vitesse, ce sont ses tout premiers jeux et finalement les tout premiers jeux de vitesse de la famille aussi. Je peux vous laisser écouter Martine Girard. Là, on est sur le départ. On vient tout juste de quitter Chicoutimi pour s'en aller prendre l'avion de Montréal. Là. Nous, on est quand même 12 qui montent à Pyeongchang pour y aller. C'est vraiment des amis et de la famille qu'on part ensemble. On ressent de la joie chez Mme Bouchard. Les familles vivent-elles un stress? Oui, la maman de Marianne Saint-Gelais explique qu'ils se sentent fébriles. C'est pourtant, ils sont habitués. C'est la 3e fois qu'ils font des Jeux olympiques. Ils partent assez régulièrement. Comme on peut voir sur l'écran, les parents de Marianne sont littéralement au milieu des valises. Ils se disent fiers de voir leur fille avec les meilleurs mondiaux lors des Jeux olympiques. Pour les moins habitués et donc pour les plus stressés, comme la famille de Baptiste Brochu, ce sont ses premiers JO dans la catégorie planche à neige et son père, qui est actuellement à Montréal, va partir pour Pyeongchang. Pour la famille de Samuel Girard, c'est aussi un gros stress. Ils se disent heureux de vivre cette aventure en famille. Je vous laisse encore l'écouter, la maman de Samuel Girard. Jamais j'aurais pensé que ça soit allé aussi vite. Côté international, nous, on y allait pas. On attendait de voir si un jour il se classerait pour les Jeux. Donc là, étant donné qu'il s'est classé, là, on a décidé d'y aller. Est-ce que les familles peuvent voir facilement leurs enfants en dehors des compétitions? Non, c'est assez compliqué. Elles ont très peu de temps. Il faut vraiment que les compétiteurs soient dans leur bulle et qu'ils restent très, très concentrés. C'est la première chose qui est importante pour eux. Merci beaucoup, Flavie. Avec plaisir. Et on vous rappelle que les Jeux olympiques commencent ce vendredi. Une rencontre entre les citoyens du secteur La Terrière et les représentants de Ville de Saguenay sur le projet de la prochaine usine de métaux BlackRock se tiendra le 13 février. C'est ce qu'a annoncé la mairesse Josée Néron lors de la séance du conseil municipal hier. La rencontre permettra de présenter aux citoyens une étude visant à analyser les diverses options d'alimentation en eau du complexe industrialo-portuaire de Grand-Anse. Les citoyens seront ensuite invités à poser des questions sur ce dossier. La société minière, quant à elle, ne prendra pas part à cette rencontre. Le premier ministre du Québec et député de Roberval, Philippe Couillard, serait favorable à la construction d'un nouvel aréna à Saguenay. Selon Radio-Canada, il a confirmé qu'il mettrait l'avenir du centre Georges Vézina au cœur de ses promesses électorales.
M. Couillard affirme qu'il attend toutefois des nouvelles de la municipalité pour déterminer si elle privilégiera la rénovation du centre actuel ou la construction d'un nouveau bâtiment. Les besoins de main-d'œuvre sont criants dans les territoires canadiens où l'on retrouve de nombreux postes vacants dans plusieurs domaines. Les représentants de l'Association franco-yukonaise et du Conseil de développement économique des territoires du Nord-Ouest ont tenu une séance d'information sur la vie et les possibilités d'emploi dans ces endroits. Cet événement avait lieu ce midi dans le cadre de la 39e édition du Salon de l'emploi qui se déroulera demain à l'UQAC. Amélie Gagné, qu'est-ce qui est ressorti de cette présentation? Émeric, ce qui est ressorti le plus souvent de cette séance d'information, c'est, comme vous l'avez dit, il y a un manque urgent de main-d'œuvre, mais il n'y a surtout personne pour combler les postes vacants. L'agente en immigration, recrutement et employabilité, Valérie Gosselin, souligne que les personnes ne veulent pas aller s'installer dans ces régions ni travailler puisqu'ils ne savent pas à quoi s'attendre et ne connaissent pas les avantages, dont celui d'un salaire plus élevé. On l'écoute à ce sujet. Même moi, avant d'avoir un contact, là, j'avais un préjugé, j'avais comme une idée toute faite que c'était pas comme ça, que c'était différent, que c'était pas aussi facile la vie là-bas. Est-ce vrai que le Yukon est un territoire francophone? Oui, Émeric, même si c'est seulement de 14 à 15 % de la population qui est francophone, le Yukon réussit à se placer en 3e position et c'est pas fini puisque la communauté francophone est en train de prendre une grande expansion dans cette région. Quels sont les avantages pour les francophones d'aller y vivre? Il y a plusieurs services offerts aux francophones dans les territoires, dont surtout des garderies, des écoles secondaires, primaires, mais il y a aussi des écoles d'immersion. Surtout, il y a aussi des festivals de films, des galeries d'art et des pièces de théâtre qui sont présentées en français. Bref, plusieurs services qui sont offerts également dans les régions majoritairement francophones au Québec. On peut écouter le conseiller en développement économique et emploi, David Lapierre. Quand tu augmentes ta population, quand la population francophone comme ça augmente, ça fait qu'il y a plus de services puis plus d'offres générales reliées à ça. Y a-t-il un projet entre les 3 territoires du Canada pour amener les gens à vivre dans ces endroits? Oui, ce projet s'appelle « Vivre au territoire » et comme vous l'avez précisé, Émeric, c'est un projet pan-territorial, donc qui regroupe les 3 territoires canadiens. Il a pour but, en 2 ans, de recruter des gens bilingues pour augmenter la communauté francophone dans ces régions. Merci beaucoup, Amélie. Merci, Émeric. 3 Québécois sur 4 affirment que le système de santé s'est détérioré depuis les dernières années. Un sondage réalisé par la firme Ipsos montre que les 2 tiers de la population trouvent le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, arrogant et intransigeant. Dans un autre dossier, Ipsos démontre que la CAQ remporterait les prochaines élections provinciales avec 34 % des intentions de vote. Le président régional du Parti québécois, Sabin Gaudreault, affirme que la montée dans les sondages du PQ se fait progressivement. Il estime que les chiffres parus dans le dernier sondage n'auront pas d'impact aux prochaines élections. On l'écoute. Disons qu'on est encore à 8 mois d'élection, je ne suis pas inquiet. On a vu en 2012, à l'époque de Mme Marois, nous étions à 17 % et à l'élection de septembre, nous avons formé le gouvernement minoritaire. En ce qui concerne le comté de Roberval, M. Gaudreault se dit confiant quant à la victoire face au premier ministre et député de la circonscription, Philippe Couillard. Le bilan des libéraux, à mon avis, parle par lui-même. Alors, M. Couillard aura beaucoup à faire pour défendre une prochaine candidature dans Roberval. M. Gaudreault n'a toutefois pas confirmé qui se présentera face à M. Couillard. Le jeune auteur, compositeur, interprète de Chicoutimi, David Horizon, sera en spectacle ce samedi à la microbrasserie de la Chouape à Saint-Félicien. Encore en tout début de carrière, il est venu nous parler de ses projets, dont celui de son premier album. Camille Boutin l'a reçu cet après-midi. Traque-moi comme un animal qui veut ma peau, et je sais très bien que je t'ai fait mal, et fais ce qu'il faut, et on s'en fout si les autres trouvent ça banal, c'est que j'en ai plein mon dos, c'est que j'en ai plein mon dos.
Bonjour, David Horizon, ça va bien? Oui, ça va très bien. Super. Depuis quand est-ce que tu fais de la musique? Depuis le début de secondaire. J'ai commencé à Polyvalente de Normandin en musique-études, puis j'ai toujours continué par la suite. Tu es auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce qui t'inspire dans la composition de tes textes? Ma vie, en fait. Tout ce que j'ai vécu, tout ce qui me passionne, les voyages. C'est ça. Justement, tes chansons parlent peut-être de voyage, d'amour. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Mon amour pour les montagnes, en fait. Je suis allé en Suisse, dans les Alpes, puis ça m'a beaucoup inspiré. Sinon, en tant que tel, c'est pas tout ce qu'il y a. Il y a un album qui s'en vient très prochainement. Comment l'opportunité de cet album-là s'est présentée à toi? En fait, c'est moi qui s'est levé un matin et qui a dit « je le fais » parce que sinon, ça se présente pas à moi comme ça. Genre, il n'y a pas aucune équipe qui est venue me dire « Hey, on fait un album avec tes chansons ». Fait que j'ai fait des recherches de studios qui font de la réalisation aussi. Puis j'en ai trouvé un à Québec, Studio L'Oreille Gauche. Puis, Donc, vous le produisez vous-même? Oui. Super. Puis comment ça se passe jusqu'à maintenant? Ça va très bien. C'est sûr que parfois, on a de la misère à communiquer vu que je ne suis pas toujours à Québec. Puis eux avancent quand même de leur bord. Mais sinon, ça va très bien. On parle probablement d'ici mai. Parfait. Donc, d'ici mai, vous avez dit que le studio se trouve à Québec. Comment vous avez réussi à contacter quelqu'un de Québec? Email. C'est pas mal. Donc, par email, vous avez trouvé quelqu'un? Oui. Est-ce que vous avez une équipe de musiciens qui vous aide à produire l'album? J'ai des musiciens avec moi quand je vais sur scène, mais c'est pas les mêmes pour l'album. C'est l'équipe du studio en tant que tel. OK. Puis sur scène, ce sont vos amis, des gens avec qui vous êtes allés à l'école? Oui? Excellent. Super. Comment qualifieriez-vous votre style musical? En 3 genres, je dirais folk, pop et rock alternatif. Et rock, OK. Excellent. Ouais. Est-ce qu'il y a des artistes qui vous inspirent plus particulièrement? Oui, Carquois puis Radiohead. Radiohead. Ouais. Depuis toujours, est-ce que c'est des artistes que vous suivez? Oui. Oui. Excellent. Votre nom d'artiste, c'est David Horizon. Oui. Pourquoi? Ça, c'est une très bonne question. Moi-même, je ne sais pas trop. Je sais qu'avant, je m'appelais David Double D ou Double D, puis Double D, puis ça faisait trop brassière, plein. C'était vraiment pas dans le genre de ce que je faisais. OK. Puis, à un moment donné, je m'avais entendu à la radio, puis ça n'avait pas été fameux. Puis, j'ai décidé de changer, puis ça m'a inspiré. Je sais pas. Puis, pourquoi ressentir le besoin d'avoir un nom d'artiste? En fait, je m'aurais bien appelé mon vrai nom, mais il y a déjà un artiste qui s'appelait comme ça. Ah! Un artiste de la région qui s'appelle déjà David Doucet? C'est un vieux bluesman français de France, là, mais ça m'a fait chier un peu, fait que j'ai décidé de trouver un autre nom. Bon. Vous faites bien. Est-ce que vous êtes le seul musicien de la famille ou il y en a d'autres aussi? Non, je ne suis pas le seul. Il y a ma sœur qui est saxophoniste, qui a un band de blues, puis c'est pas mal tout. En fait. Donc, une famille quand même un peu musicale. Oui, un petit peu. Super. On a entendu entre les branches qu'il y avait un spectacle bientôt le samedi. Pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, c'est ce samedi-là à Schwab. Je fais la première partie d'un certain Fabrice, que j'ai oublié son nom de famille. C'est ça, une belle petite microbrasserie, de la bonne bière. Puis nous, on va être 2, moi et mon drummer, ça va être assez relax. Super. Super. C'est Fabrice Boutin, je crois? Oui, c'est ça. J'avais oublié son nom. Excellent. Qu'est-ce que vous allez présenter durant ce spectacle-là? Mes compos, puis peut-être un ou 2 covers, soit de Philippe Braque ou de Jean Leloup. OK. Est-ce que c'est des artistes que vous aimez particulièrement? Oui. Oui? Super. Bien, merci beaucoup d'avoir été là. On rappelle au public que vous allez être à la Schwab et qu'il reste toujours des billets au coût de 10 $. Merci beaucoup, David. Merci. Le coroner Jean-Marc Picard affirme que la mort de Guy Perron, survenue en février 2017, était de nature accidentelle. L'homme de 55 ans a perdu la vie à l'ancienne cartonnerie de Jonquière en tombant dans un trou. Il ne portait pas de lampe frontale malgré l'obscurité omniprésente à l'intérieur du bâtiment. Au sport maintenant. Le club de curling de Kenogami a lancé la 28e édition du tournoi régional des retraités.
Jusqu'au 11 février, 64 équipes s'affronteront afin de remporter la coupe du tournoi régional La Brosse d'Argent. Simone Pilote, qui peut participer à ce tournoi? Eh bien, Émeric, lors de ce tournoi, seulement des retraités de 50 ans et plus peuvent participer et ils sont regroupés parmi 64 équipes, dont 32 équipes du club de curling de Kenogami. Bien que la compétition soit amicale, est-ce que le niveau est élevé? Eh bien, selon le président du comité organisateur de la 28e édition, Gilles Deschênes, il dit que les joueurs sont vraiment bons, ils maîtrisent parfaitement leur sport et il assure une compétition féroce. On peut l'écouter à ce sujet. Les gens s'amusent, mais il y a une grosse compétition. Est-ce que c'est de plus en plus fort chaque année? Oui, c'est de plus en plus fort. Les gens, à force de jouer, ils apprennent beaucoup, il y en a qui suivent des tours. Fait que le calibre est beaucoup plus relevé. Est-ce que ce tournoi a gagné une certaine notoriété au fil des années? Eh bien oui, preuve à l'appui, l'organisation a même dû refuser des équipes cette année, notamment avec le club de curling de la Baie. Seulement 11 équipes sur 19 ont été admises. Pour ce qui est de la Baie, c'est 8 équipes sur 9 et c'est la même chose qui se passe à Chicoutimi. Selon M. Deschênes, l'organisation d'un tournoi avec plus de 64 équipes est trop complexe et le tournoi devrait alors s'étendre sur une durée de 2 semaines. De plus, le club de tournoi de Kenogami est contraint à l'horaire du soir et il ne peut empiéter sur la saison habituelle. On peut affirmer que le curling gagne en popularité chaque année. Eh bien oui, cette année, c'est 34 nouveaux membres qui se sont inscrits au club de curling de Kenogami et surtout des jeunes. Monsieur Deschênes dit que c'est une belle relève qui est assurée au sein du curling dans la région. On peut l'écouter. On a environ 230 seniors. Il y a une quarantaine de personnes, 40 à 50 le soir, c'est des gens qui travaillent. Puis cette année, on est chanceux de 35 jeunes. Rapidement, Simone, quand auront lieu les finales? Eh bien, les demi-finales auront lieu samedi matin et la finale en après-midi. Merci beaucoup, Simone. Ça fait plaisir. Le dossier de la fusion des 3 organisations de hockey mineur de la région sera révisé aujourd'hui par la mairesse de Saguenay, Josée Néron, et le conseiller municipal Michel Tifo. La magistrate a écouté les propos de l'entraîneur de hockey, les parents de hockeyeurs qui ont manifesté leur mécontentement en affirmant que cette fusion aurait un impact négatif sur la qualité de vie de leurs enfants. Selon eux, le fait de devoir effectuer davantage de déplacements réduirait de 10 à 30 % le nombre d'inscriptions. C'est aujourd'hui que s'amorçait la 10e édition du double défi des 2 Mario. Les 43 participants ont débuté leur parcours à 9h30 au village sur glace de Roberval. Les marcheurs s'engagent à une épreuve d'une durée de 3 jours et 2 nuits. Du côté de la météo, Gabriel Paul, nous aurons encore de la neige? Et oui, Émeric, nous aurons encore droit à des flocons toute la soirée, jusqu'à 3 cm sur l'ensemble de la région. Les degrés descendront jusqu'à -16 cette nuit. Nous attendons moins de 3 cm demain au lac Saint-Jean et moins 2 cm dans le parc des Laurentides avec des maximums d'environ -15. Au Saguenay, la température sera un peu plus clémente mercredi avec un maximum de -12 et 4 cm de précipitations. Il fait présentement -11 à Saguenay. Merci, Gabriel. Et c'est ce qui met fin à ce web journal. Merci à vous à la maison. Bonne fin de soirée.